Track, la boussole sonore.
première usine de retraitement qui a été construite est actuellement en démantèlement. Il y en a une deuxième qui a été construite et qui va être prolongée jusqu'en 2040, voire 2050, alors qu'elle devait s'arrêter en 2030. Ça, c'est la première partie du projet Aval du futur, qui s'appelle Pérennité et résilience. Voilà, bon, alors ça consiste en fait à changer des milliers, voire des dizaines de milliers de pièces mécaniques, des tuyaux qui parsèment l'usine, parfois dans des endroits compliqués d'accès, parce que il y a des parties de l'usine qui sont très radioactives, et donc c'est un chantier de grande ampleur qui apparemment va commencer, qui a été validé, qui va commencer dans les années qui viennent. Voilà. La deuxième partie du projet, c'est de construire 2 nouvelles piscines et un sas de déchargement des déchets, et de construire une autre usine de retraitement toute neuve qui prendra la suite donc de la dernière, qui va s'éteindre vers 2040, 2050. Les choses ne sont pas très claires. Donc ces 2 chantiers vont se faire en parallèle. Et il y a un troisième projet qui est de construire une nouvelle usine de MOX, aussi sur le site. Donc c'est vraiment un projet énorme, gigantesque. On nous annonce 110 ans de travaux. Et voilà. Et donc cette nouvelle, elle nous est arrivée en mai 2024, donc suite à l'abandon du projet piscine par EDF. Et donc c'est Orano qui reprend la main sur ce projet. Et c'est une annonce de Monsieur Maire, qui était à l'époque ministre de l'Industrie, qui en mai 2024 est arrivé et nous a dit voilà, Aval du futur, c'est pour tout de suite. Et dans la foulée, il a nommé Nicolas Ferrand qui s'occupait de la logistique des Jeux Olympiques et qui était nommé directeur du projet. Que dire d'autre? Alors bon, pourquoi selon l'industrie nucléaire, ce projet est nécessaire? C'est parce que en fait, les capacités d'entreposage des combustibles usés arrivent à saturation, et ça depuis un moment. Donc déjà l'usine de La Hague a réagencé tous ces combustibles dans les piscines qui existent déjà dans La Hague, pour réduire le volume, mais ça ne va pas suffire. Donc il faut absolument qu'ils aient d'autres piscines pour entreposer tous les nouveaux combustibles qui vont arriver, parce que c'est vraiment ultra limite. Je crois que les possibilités de stockage de ces produits avant d'être retraités sont aux alentours de 90%, donc il reste 10% encore de possibilités de stockage. Il y a un autre souci donc, pour le remplissage de ces piscines, c'est qu'il y a le combustible MOX, dont vous avez peut-être entendu parler, dont la filière nucléaire se sert pour valider le terme cycle, et c'est un combustible qui est fabriqué à Marcoule, qui utilise du plutonium et de l'uranium de retraitement, qui est un déchet qui est produit pendant le cycle de production du combustible classique. Et ces 2 produits sont mélangés pour produire un nouveau combustible, donc appelé MOX, qui est utilisé dans quelques réacteurs français depuis 1995 à peu près.
Et le problème de ces combustibles, c'est qu'une fois qu'ils sont passés dans les réacteurs, ils sortent beaucoup plus chauds que le combustible classique. Donc il faut qu'ils attendent longtemps dans les piscines des réacteurs avant d'être transportés à La Hague. Et à La Hague, ils seront stockés dans les piscines pour refroidir encore, mais là, de manière définitive, parce que pour l'instant, on ne sait pas retraiter le MOX. C'est-à-dire, enfin, on a des pistes, mais c'est un procédé très coûteux et très polluant. Voilà, donc ça, c'est le MOX, c'est important parce qu'il contribue vraiment à remplir ces espaces de stockage que sont les piscines. Et donc, si Orano construit une nouvelle usine de MOX, c'est pour moxer de plus en plus de réacteurs et donc augmenter encore les déchets. Donc l'histoire du cycle ne fonctionne pas du tout, pour l'instant. C'est un peu le rêve de l'industrie nucléaire, c'est d'avoir un cycle fermé. Et voilà. Donc, d'ailleurs, l'industrie du nucléaire, elle fait toujours un truc sémantique, c'est qu'elle parle de matières valorisables et de déchets. Et les déchets sont très peu nombreux et les matières valorisables, évidemment, beaucoup plus importantes. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? Donc, on peut avoir la carte. Donc, sur cette carte, on voit un peu tous les projets qui sont en cours dans La Hague, dont certains sont assez délirants. Parce que pour que cette usine puisse se construire, il va falloir 10 000 nouveaux travailleurs sur le site, simplement pour la construction du site. Et donc, comme on est une péninsule, une presqu'île déjà très dense, il y a un énorme problème actuellement déjà de logement. Et donc, il y a les gens du nucléaire, les nucléocrates imaginent des solutions toujours un peu marrantes pour loger ces travailleurs-là. Ils ont imaginé, par exemple, qu'on pourrait les loger dans des paquebots de rebut dans la rade de Cherbourg. Ils ont aussi un problème de circulation parce que pour amener tous les matériaux sur le site, il y a une seule route, grosso modo, qui mène au site depuis l'extérieur. Donc ils ont imaginé aussi qu'ils pourraient faire dans une petite anse, qui est une anse un peu célèbre, qui s'appelle l'anse des Moulinets, parce que c'est de là que part la conduite qui va rejeter les déchets en mer. Et imaginez un port pour que le sable, le béton arrive par voie maritime. Mais bon, ça c'est aussi donc la construction d'un port. Ils imaginent aussi construire en fait les pièces principales de l'usine, de la nouvelle usine, pas sur le site, mais un peu autour dans la région ou dans le département. Et donc ils imaginent aussi, là c'est pas sur l'affiche, d'amener ces pièces sur le site avec des ballons dirigeables. Bon, et puis après, bon, il y a toutes les infrastructures nécessaires pour donc des parkings, j'en oublie, évidemment d'énormes excavations pour les piscines, donc des tonnes et des tonnes de gravats qui vont être en bordure du site apparemment, qui vont faire une nouvelle petite montagne. Il y a déjà une montagne de gravats qui date de la construction de l'usine, qui est juste à côté. Donc on va agrandir, étaler cette montagne. Voilà. J'oublie. Donc Nicolas Ferrand, au début, dans ses premières interventions publiques, il avait dit qu'en aucun cas Aval du Futur ne sortira du site. Mais on s'aperçoit très vite là déjà que Orano cherche des terres partout aux alentours et même un peu plus loin. Donc certains processus d'achat de terres ont commencé, mais je pense que Tom va un peu détailler cette partie-là. Bon, et puis évidemment ça pose des tas de problèmes.
Donc on ne sait pas combien d'hectares vont être nécessaires à l'élaboration de ce projet, mais on parle entre 50 et 100 hectares à peu près. Évidemment, on va avoir un énorme problème d'eau, parce que l'eau est une ressource rare, et particulièrement dans le Cotentin. Où vous l'avez constaté avec la canicule, nous on est en état de sécheresse depuis le mois de juillet. Les nappes phréatiques qui se situent sous Orano sont inutilisables. Et déjà pour l'eau potable pour les habitants, c'est déjà problématique. Donc pour du béton, la consommation d'eau du béton, on se pose beaucoup de questions là-dessus. L'histoire du coût du projet est très floue. On nous parle assez vaguement de plusieurs dizaines de milliards d'euros, sans plus de détails. Bon, et puis pour les habitants, il y a aussi l'angoisse de l'accident, évidemment, nucléaire. Parce que dans une péninsule comme ça, il n'y a qu'une route de sortie. Et s'il y a 10 000 travailleurs, 12 000 habitants, 5 000 touristes, ça peut vite devenir chaotique. Bon, et puis l'usine d'Orano, je vous l'ai dit, elle rejette déjà beaucoup de produits dans la nature, à la fois gazeux et liquides. Et ces nouvelles installations vont ne faire qu'augmenter cette quantité de déchets et de rebut dans l'environnement. Et puis évidemment, il y a un problème démocratique. Parce que, évidemment, les populations ne sont pas consultées. C'est l'aspect dont vous parlez, Lisa, où une partie de la population est acquise au nucléaire et plutôt pour, mais un peu mollement apparemment, parce que les gens commencent à se rendre compte de l'ampleur du projet, du fait qu'ils vont être impactés de plein de manières au cours des dizaines d'années qui viennent. Et puis les élus de La Hague, de Cherbourg, de la communauté d'agglomération, eux sont pour la plupart ultra partants pour le projet. Ils le portent avant même qu'il soit complètement décidé. Et voilà. Et je vais passer la parole à Tom, qui va plus vous décrire justement l'aspect politique et le contexte politique de la construction ou de la future construction de cette usine. Alors. Je prends mon prompt. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, comme tu l'as dit, moi c'est Tom. Je vais évoquer un sujet sur comment lutter, notamment. Est-ce que se lancer dans un mandat d'élu est une bonne stratégie pour participer à la lutte? Et je vais spoiler un peu ma réponse, parce que je suis élu depuis mars à la commune de La Hague en tant que conseiller, et il me semble que rien qu'en 6 mois d'activité, je pense qu'on a déjà eu des éléments très positif sur le fait d'avoir une représentation politique sur ces volets-là. Alors, je vais vous refaire un peu le listing de tout ça. Moi, j'étais membre de PNS, donc depuis de Nuclear Stop. J'ai fait des allers-retours pour des raisons personnelles, et j'avais participé aussi à Haro, le festival qu'on avait fait l'année dernière, un peu comme les burlesques, en moins ambitieux, mais quand même on l'avait fait. Et donc, à la sortie de ce festival, et puis à la sortie des nombreuses
manifestations qu'on avait fait, des moments d'échange avec la commune, etc., on s'était tout de suite posé sur le problème du déni de démocratie, parce que globalement, on n'a eu aucun soutien ni de la commune, ni de l'agglomération, ni du département, enfin de personne. Tout le monde a dit non, on veut pas se mouiller sur le sujet de l'aval du futur parce que on considère que vous êtes des anti-nucs et on peut pas traiter avec vous. On a été très vite blacklisté et globalement on nous a très peu aidé. On a réussi à avoir quelques soutiens ici et là, mais on a rencontré une défense farouche de la part des politiques. Et donc face à ce déni de démocratie, un collectif de citoyens s'est réuni à la suite de Haro pour se dire bon bah merde, on en a marre, il faut qu'on ait plus de représentativité politique pour essayer de changer un peu cette ligne-là. Et donc la coopérative citoyenne a été créée 2-3 mois après Haro, donc c'était au courant octobre-novembre de l'année dernière, où l'objectif de cette coopérative citoyenne c'était de s'inspirer de celle qui avait été créée à Cherbourg pour les municipales de 2022, non 2020. Et il va falloir que je parle plus fort. Et donc l'objectif de la coopérative citoyenne, c'était envoyer un membre au conseil municipal, au moins un, pour avoir un peu un regard sur les sujets, créer des ateliers de réflexion citoyenne pour travailler sur le sujet d'aval de futur, mais pas que, travailler sur tous les autres aspects aussi de la vie locale, et puis créer aussi des événements que j'appelle d'éducation populaire pour essayer aussi de réinformer les gens sur les sujets et de contrecarrer la désinformation de l'industriel, de certains élus qui sont acquis à sa cause. Donc les élections sont arrivées en mars. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est que vu qu'on est une commune nouvelle, on est toujours sous la dérogation du nombre d'élus. Donc nous, pour 12 000 habitants, nous avons 69 élus, ce qui nous a posé un petit problème pour constituer une liste de 69 représentants. Donc nous n'avons pas réussi à constituer une liste et on a été obligé de faire une alliance avec la liste d'opposition qui était déjà en place. Donc déjà on a réussi à faire une alliance avec eux, et vu que j'ai été pas mal disponible pendant la campagne, ils m'ont autorisé à accéder à certains postes clés au niveau des commissions. Donc j'ai pu rentrer dans la commission affaires générales, dans la commission travaux et dans la commission développement durable, qui étaient les 3 commissions les plus en lien à la fois avec Aval du futur et puis aussi sur mes compétences, parce que moi je suis thermicien, énergéticien, donc en plus ça me permet de pouvoir réagir sur certains sujets annexes, notamment le logement. Et donc j'ai pris mes fonctions courant mars et voilà, j'ai pu, grâce à la coopérative citoyenne, avoir un poids plus important que n'importe quel autre conseiller, parce que l'objectif c'est de plutôt avoir un rôle de porte-parole de cette coopérative citoyenne où il y a à peu près 30 membres actifs et 200 sympathisants. Et donc l'idée c'est de pouvoir je suis pas un élu classique. L'objectif, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des sujets, je les remonte à la coopérative citoyenne, on va travailler ensemble sur les sujets. Du coup, avoir une certaine intelligence collective sur ce volet-là, pour être plus pertinent. Moi, ça va me permettre quand je reviens, soit en commission, soit en conseil, d'être beaucoup plus légitime. Et surtout, le point le plus crucial, c'est la rapidité d'exécution, parce que entre les moments où je peux officiellement donner de l'information, c'est-à-dire quand on reçoit le compte-rendu du conseil municipal, et le moment où se tient le conseil municipal, il y a en gros 2-3 semaines. Et donc, pendant ces 2-3 semaines, c'est là où on peut travailler d'arrache-pied sur les sujets et pouvoir monter au créneau pendant le conseil et essayer d'insuffler autre chose. Et donc, moi tout seul, j'y arriverai pas. En 2-3 semaines, je vais vous lister des exemples après. Si j'avais été tout seul, jamais j'aurais pu le faire, en tout cas aussi efficacement. Et grâce à cette coopérative citoyenne et son fonctionnement, on arrive à être beaucoup plus efficace. Et donc j'en arrive à la question de pourquoi avoir un élu dans une lutte. Donc j'ai répertorié plusieurs éléments. L'idée aussi, c'est de pouvoir débattre tous ensemble à la fin de cette conférence sur qu'est-ce que vous pensez de ce que je vais vous dire, et est-ce que vous aussi vous avez des retours d'expérience, des choses qui pourraient m'inspirer, parce que moi j'ai un petit retour d'expérience pour le moment. Il y a quelques éléments qui ont marché, mais peut-être que voilà,
certains parmi vous sauront me guider sur certains éléments. Premier point, moi, que je vois d'être élu, c'est de bien connaître les rouages de comment fonctionnent les différentes strates de collectivité, parce qu'au final, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Donc, comment fonctionnent des commissions, comment fonctionnent les limites des différentes juridictions entre la municipalité, le conseil communautaire, le conseil départemental et régional, parce que tout ça s'entremêle assez facilement, ou plutôt difficilement. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est d'avoir une certaine primauté d'information, où j'arrive à avoir des informations plus en avance que la plupart des citoyens, parce qu'on travaille les éléments en commission. Et donc, pour les commissions dans lesquelles je suis, ça permet d'avoir des infos en amont. J'ai pas le droit de divulguer ces informations entre la commission et le conseil municipal. Ça, c'est formellement interdit. Le moment où on peut commencer à en discuter avec les citoyens, c'est le moment où le compte-rendu de conseil est établi. Et donc, moi, ce que je peux faire, par contre, c'est quand même dire, attention, la coopérative citoyenne, on va devoir travailler sur tel sujet, préparer certains éléments. J'ai pas le droit de vous dire quoi, mais préparez-vous. Et donc ça nous permet quand même d'anticiper quand même avant les fameuses 2-3 semaines, ça nous permet d'anticiper un petit peu les différents sujets. Un autre élément, forcément, c'est remonter les revendications et les investigations des différents citoyens, en tout cas de manière beaucoup plus efficace qu'un simple citoyen qui voudrait mettre quelque chose sur la table au niveau du conseil municipal. L'autre point, et c'est le plus important, je trouve, en tout cas pour moi, sur les 6 premiers mois d'activité, c'était d'essayer d'apporter, alors je le ramène toujours ce terme-là, mais il me semble être le plus cohérent, c'est l'éducation populaire des élus, des associations et des citoyens. Passer du temps à débunker des sujets, passer du temps à expliquer que quelles sont les ficelles de la boutique à Val du Futur, comment démystifier aussi le fait que PNS est loin d'être juste une association d'anti-nuques wokistes, islamo-gauchistes, enfin vous connaissez les termes. Et du coup, donc moi je travaille beaucoup sur ce volet-là, étant donné que nous on est 69 élus, encore une fois, 54 de la majorité, 14 de l'opposition et moi tout seul de la coopérative citoyenne. Donc j'ai un peu ce rôle d'électron libre, de plutôt aller chercher des alliés là où je peux, essayer d'être pédagogue sur les sujets et au final convaincre le plus de personnes possible. Et ça, j'ai déjà pu le mettre en pratique plusieurs fois. Il y a eu, je sais pas si vous avez retenu sur le plan tout à l'heure, mais il y avait un magasin central où on a eu une première petite victoire sur ce sujet-là, parce que Orano est arrivé en nous demandant de valider l'étude d'impact environnemental qu'ils avaient faite. En première instance, en commission, tout le monde a validé le dossier sans trop se soucier de si l'étude d'impact était cohérente ou pas. Et à la suite de ça, alors c'est là où j'ai un peu triché, mais bon, c'était mon début de mandat, j'assume. J'ai pendant le temps de commission, que j'ai normalement pas le droit de divulguer des informations, je me suis rapproché de la coopérative citoyenne. On a mené une très forte investigation auprès de naturalistes, auprès d'associations sur l'environnement, etc. Une analyse précise de cette étude environnementale pour que, au moment du conseil, je puisse remonter un certain nombre d'incohérences qu'il pouvait y avoir sur ce volet-là. Et je pense qu'on a quand même bien fait notre travail, parce que la liste de la majorité s'est retrouvée dans une situation très délicate de « Ah merde, effectivement, il y a plein de trucs qui déconnent. Nous, on l'a pas lu. Et si on fait rien, on va passer pour des cons. » Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eux aussi étudié finalement le document. Ils ont trouvé d'autres erreurs qu'on n'avait pas vues. Et au final, pendant le conseil, tout le monde était d'accord pour dire que l'étude, globalement, n'était pas très bonne. Et ils ont déposé un avis plutôt négatif dans la consultation publique qu'il y avait sur le projet. Chose qui ne serait pas arrivée si la coopérative citoyenne n'avait pas pu travailler et n'avait pas pu avoir la parole portée par ma candidature. Donc ça, c'était un premier... merci. C'était un premier
projet où en tout cas on a remporté une petite victoire. Le projet se fera quand même, hein, mais en tout cas il y a une opposition et Orano sent que dès le premier projet, parce que ça c'est les prémices d'Aval du futur, et là je pense qu'ils se sont dit que ça allait passer crème et finalement ils ont senti une petite crispation et ils ont vu que on laisserait rien passer et qu'ils allaient emmerder à tous les carrefours, quoi. Et du coup ça déjà c'était pas mal de donner un peu ce ton là. Il y a eu un autre sujet qui était juste avant les départs en congé là, c'était une modification du PLUI, donc le plan local d'urbanisme, où normalement nous ça fait longtemps qu'il devrait être finalisé, il devrait être en consultation publique actuellement, et finalement on nous a dit bah non mais on va modifier un truc parce que finalement Orano a besoin de 25 hectares à côté de l'usine parce que en fait ils ont exproprié les entreprises qui sont sur leur terrain à côté. En gros vous avez là sur la carte, il y a Orano et à l'est, il y a une zone avec des sous-traitants qui travaillent là. Et donc là, ils les ont virés pour faire le magasin central, entre autres. Et donc, ils ont mis la mairie devant le fait accompli, ils nous ont mis le bec dans l'eau en disant si vous remettez pas des terrains, les entreprises vont disparaître, nous on en a besoin, ça va faire ces gens-là, ils vont perdre leur boulot. Enfin voilà, ils sont venus chouiner, ils nous ont imposé de fait de potentiellement libérer des terrains agricoles pour relocaliser ces entreprises-là. Et bon, déjà sur la base, c'est un scandale parce que c'est un hold-up des terrains. Et dans la première mouture, il nous a été indiqué que Orano se porterait acquéreur. Et là, personne n'avait réagi, mais la coopérative citoyenne a réagi en disant mais non, si vous laissez Orano devenir propriétaire, qu'est-ce qui va se passer ? Dans 10-15 ans, quand ils seront plein aval du futur et qu'ils auront encore besoin de terrain, ils vont nous remettre la même douille. Vous vous rendez pas compte que là, ils sont en train de vous la mettre ? Ah oui. Et là, il y a la maire et son adjoint, son premier adjoint, qui se sont regardés pendant le conseil et qui ont fait ah oui, effectivement, il y a un petit problème. Et donc là, encore une fois, on a réussi à convaincre la majorité et ils ont porté ça. Alors parce que le problème, c'est que ça se fait pas au niveau de la municipalité, ça se fait au niveau du conseil communautaire, au niveau de l'agglomération. Mais ils ont quand même porté ce discours-là, alors qu'on n'est pas dans le même camp. Mais ils ont quand même porté ça à l'agglomération et encore une fois, c'était une petite victoire qu'on a pu placer comme ça. Alors encore une fois, le projet, malheureusement, je pense qu'il se fera. Mais un projet futur qui aurait pu arriver ne se fera certainement pas parce que on avait levé le lièvre. Donc voilà, ça c'est les deux petites victoires à notre humble mesure qu'on a depuis mars. Et là, à la rentrée, le prochain gros projet sur lequel on va travailler, c'est la mise en place, enfin pas la mise en place, mais la demande de la mise en place d'un fonds de garantie de la part d'Orano pour sauvegarder le territoire en cas d'échec de projet. Parce que c'est bien beau, mais si le projet se fait et qu'il capote en plein milieu, ce qui à mon avis est la solution c'est ça qui va se passer à mon avis, parce que c'est tellement d'argent investi, c'est tellement un chantier long, c'est tellement impactant pour le territoire, sachant que nous on est déjà un territoire où l'immobilier explose, il n'y a plus de place pour accueillir les gens, on est déjà un désert médical, enfin bref, c'est déjà compliqué aujourd'hui sans accueillir de nouveaux travailleurs. Et donc l'objectif, c'est de dire voilà, Orano, vous êtes gentil, mais si jamais votre projet y rate, nous on veut survivre à ça. Donc vous allez mettre de l'argent de côté pour que le territoire ne sombre pas avec vous si ça arrive. Et il y a de bonnes chances que ça arrive. Et donc ça aura l'avantage de préserver un peu le territoire si jamais il déconne. Ça permettra aussi aux militants de pouvoir s'ancrer dans la lutte parce que les élus pourront pas dire maintenant que c'est commencé, il faut finir. Maintenant il y a un fonds de garantie, donc on peut arrêter quand on veut. Donc ça nous permettra aussi d'être plus légitimes sur la poursuite de la lutte. Et ça nous permettra tout simplement d'emmerder Orano parce que déjà que là on parle aux dernières nouvelles il parlait de 80 milliards vu qu'ils glissent à chaque fois et qu'ils font quasiment des fois deux, on va dépasser la centaine de milliards d'euros. Si en plus là faut qu'ils fassent un fonds de garantie, ça fait encore des milliards d'euros à mettre dans un pot. Enfin l'idée voilà, c'est de toute façon de faire une espèce de procédure bâillon, les embêter le plus possible. Donc ça va être le projet à la rentrée.
Et dernier point sur les élus, alors chose que pour l'instant j'ai pas encore beaucoup faite, mais où je vois bien l'intérêt, c'est de pouvoir aussi côtoyer des élus d'autres strates. Encore une fois, sur le communautaire, le départemental, le régional. Moi, dans la liste d'opposition, il y a un conseiller départemental et c'est hyper précieux parce que il a énormément de connaissances sur le fonctionnement des éléments départementaux. Mais il faudrait que j'ai un collègue à la région, etc., quoi. Voilà un petit peu sur tous les avantages que moi je vois aujourd'hui avec mon petit recul. Et si je devais quand même critiquer un peu les choses, il y a un premier point, c'est je suis tout seul quand même dans cette mouvance-là, ce qui est un peu dommage parce que je considère qu'il devrait y avoir plusieurs typologie d'élus pour être vraiment efficace, en toutes circonstances. Moi, il y a des moments où j'essaye de tenir un rôle et il faut pas que j'en sorte au risque d'être décrédibilisé. Et donc, c'est dommage que j'ai pas des collègues qui me permettent d'aller sur d'autres terrains. Parce que moi, ce que je disais tout à l'heure, je me considère un petit peu comme un électron libre où j'essaye d'aller convaincre des gens de la majorité que l'idée générale du maire, c'est pas la bonne et qu'il faut remettre en question des choses. Ce genre d'éléments. Ce qu'il aurait fallu aussi, c'est un infiltré dans la liste d'en face. Ça aurait été super qu'on ait un infiltré. Ce qui aurait été bien, ça aurait été d'avoir un gueulard aussi, quelqu'un qui sait gueuler quand il faut, alors pas à tort et à travers, mais quand même quand de temps en temps il faut se faire entendre, ça aurait été bien. Et ça, c'est une position que je peux pas assumer sans me faire cataloguer de fou furieux. Et quelque chose qu'on n'a pas aussi, c'est quelqu'un, moi ce que j'ai appelé un gars social, quelqu'un qui connaît toutes les assos de la commune, qui connaît beaucoup de monde, etc., qui est là depuis longtemps, qui a un métier qui lui permet de rencontrer énormément de monde. Ça, c'est pareil, c'est dommage, j'ai pas de collègues qui me permettent d'aller dans ce sens-là. Et puis là, ce qu'on n'a pas non plus, encore une fois, c'est des gens dans les strates supérieures. Voilà un petit peu sur le sujet des élus. J'ai un peu oublié de parler de protection des chemins, donc vous allez en parler. Ok. Eh ben, je vais passer la parole et ravi d'avoir vos retours sur mon intervention à la fin. Là, on va faire un petit temps sur le bilan de Haro dont on vous a parlé plusieurs fois. Mais d'abord, pour démarrer, qui ici était présent à Haro l'année dernière ? Ah, vous êtes quand même un bon petit panel. Eh ben, merci beaucoup et bravo d'être très régulier sur tous les rendez-vous antinucléaires sur les déchets tous les ans. Du coup, pour les personnes qui n'étaient pas là et qui n'ont peut-être pas entendu parler de ce camp, Haro, c'était 3 jours de rencontres sur les déchets nucléaires et les territoires à La Hague. Ça s'est tenu en juillet dernier. Du coup, c'était un camp sur le plateau de La Hague avec une vue imprenable sur l'usine Orano. On a organisé des tables rondes, des ateliers, des randonnées, des concerts et une manif. Et surtout, il y a plein de gens qui s'y sont investis, de La Hague d'ailleurs, dont pas mal de gens par chez vous, à Bure, pour que ça puisse avoir lieu. Donc déjà, merci beaucoup pour ça, parce que sinon, ça n'aurait pas pu se tenir. En tout cas, pas de cette manière-là. On a aussi organisé une manifestation qu'on a appelée la manif des Fées Furieuses. L'idée, c'était de reprendre une légende locale, la légende des petites fées de La Hague, qui, lorsqu'elles sont menacées, se regroupent par milliers et attaquent leurs assaillants munis de branches d'ajonc pour fouetter leurs ennemis. Donc on s'est dit que ça illustrait bien l'état d'esprit qu'on avait à ce moment-là. Et voilà, au total, sur les 3 jours, disons qu'au pic de la mobilisation, il y avait entre 800 et 1000 personnes qui sont venues, qui ont pu découvrir notamment la météo typiquement hagaise, avec un peu de pluie, du brouillard, mais aussi du soleil, et une très belle baignade pendant la manif. Donc voilà, vous avez fait une expérience typique à ce niveau-là. Pour aller plus sur le bilan de cet événement, du coup là on parle pas forcément individuellement, mais en tant que collectif, c'est un bilan qui est mitigé.
pour des raisons où c'était hyper positif et d'autres où ça, sur le moyen, en tout cas à moyen terme, ça nous a plus posé problème. Pour que ces événements aient lieu, on s'est mis la barre assez haute parce que c'était la première fois qu'on organisait ça. Je crois que dans le collectif, il y avait personne qui avait vraiment déjà organisé un camp ou quelque chose de cette envergure-là. Donc, on était beaucoup dans la découverte de tout. Donc, ça nous a mis pas mal la pression. Ça a pris forcément des mois de préparation et du coup, pendant lesquels on n'a pas forcément été en capacité d'avancer sur autre chose et notamment du travail de fond. Mais pendant l'événement, ça a donné une très belle énergie collective qui nous a fait beaucoup de bien. On est hyper heureuse d'avoir pu mobiliser plein de monde, que ce soit pendant la préparation avec des gens comme Tom et d'autres qui nous ont rejoints à cette occasion. Il y a une personne qui s'est installée pendant plusieurs mois ou qui venait très régulièrement à la Hague pour nous aider dans cette préparation. Et plein de gens qui se sont investis pendant l'événement. Ça nous a permis de faire de super rencontres et aussi parce que construire des choses ensemble, créer des événements, ça permet toujours de tisser des liens forts et vachement de confiance. Et ça, c'est quelque chose qui va rester sur le long terme. Donc pour ça, c'est super positif. Il y a eu un gros enthousiasme collectif autour de ce camp, autour de la programmation. Plein de gens qui étaient heureux qu'il y ait ce genre d'événement qui se passe à la Hague aussi, puisque au niveau de la mobilisation contre le nucléaire, ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu d'événement comme ça. Alors, il y a eu une grosse manif dans les années 2000, mais moi j'étais trop jeune pour m'en rappeler vraiment. En tout cas, voilà, ça faisait au moins peut-être 10-15 ans qu'il n'y avait pas eu d'événement de cette envergure-là. Donc, il y a des gens, notamment en local, à qui ça a fait beaucoup de bien. La programmation, on en était très heureuse et heureuse. Voilà, comme point d'orgue, la manifestation qui était super avec une grande baignade collective à la fin. Donc, nous, on a ressenti vraiment un moment de joie à ce niveau-là. Et d'autant qu'un des buts pour nous de cet événement-là, c'était de faire du lien avec d'autres collectifs, d'essayer de faire connaître PNS et surtout faire connaître le projet Aval du futur. Parce que aussi, en tant que personne critique du nucléaire et du projet, ou de ce projet spécifiquement, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément à la base hyper portés il y a plein de profils de gens dans ce collectif, dont des gens qui sont pas forcément hyper portés sur l'anti-nuc, mais très critiques de ce projet, qui veulent pas le voir, qui veulent pas que ça ait lieu. Mais en tout cas, on est une minorité sur la presqu'île pour toutes les raisons dont on a parlé avant, et notamment l'aspect économique. Plein de gens on touche un salaire du nucléaire, donc on est minoritaire. Et pour nous, du coup, c'est essentiel de se relier à d'autres et de donner de la visibilité de ce projet au-delà de la presqu'île. Et c'est à ce niveau-là que du coup on est notamment un peu mitigé parce que du coup force est de constater que le projet Aval du futur, ne serait-ce qu'à cause de son nom, parce qu'il dit pas du tout ce que c'est, il peine toujours à se faire connaître. Et c'est un problème, c'est une problématique qui nous dépasse un petit peu, parce que c'est aussi celle des déchets nucléaires qui sont peu connus, peu compris du grand public ou même dans les milieux militants écolos. Désolée, j'ai du mal à me concentrer avec... Bon, voilà. Donc voilà, c'est aussi une problématique qui nous dépasse, la question de la visibilité, mais du coup qui nous pose problème. Et aussi là où on a un bilan mitigé, pas du tout du coup pendant l'événement, mais sur le après et l'année qui s'est écoulée, c'est qu'on a eu même pas mal de mal à rebondir, parce qu'on a eu beaucoup de fatigue, et donc on a eu une période de creux pendant 1 an. Là, on s'y est remis en organisant une super réunion publique en juin, une création d'un document, mais ça a mis du temps à accoucher, on va dire. Et on s'est dit qu'en fait, à ce stade-là du projet, c'est pas quelque chose qu'on peut se permettre à nouveau d'avoir un an de creux où on a du mal à produire du fond, où on a du mal à refaire des mobilisations, ne serait-ce qu'au niveau local. Et donc voilà, c'est quelque chose dont on doit tenir compte pour la suite des mobilisations qu'on organise. Et voilà, c'est un peu dommage parce que après on vous apprend rien, hein, les projets nucléaires c'est des projets de très long terme, et donc il faut être régulier, ne pas s'épuiser et tenir dans la durée quand ça concerne du coup la mobilisation.
Donc voilà, pour conclure, on a un bilan mitigé parce qu'il y a eu du très très positif et du négatif pour ces sujets-là. Donc on se pose la question de ce qu'on va organiser pour la suite. Et du coup aussi une des un peu conclusions qu'on tire, c'est que ça pose aussi des questions du coup sur les mixités dans des groupes militants comme PNS, sur la mixité des besoins en termes de mixité d'âge, en termes de culture politique, d'origine géographique, parce que là ce qu'on constate c'est que en fait pour un certain nombre de choses on a besoin d'avoir des personnes qui sont ancrées depuis longtemps dans le territoire, qui connaissent très bien les gens. Par exemple pour le sujet de l'accaparement du foncier, pour aller parler à des agriculteurs, en fait on a besoin d'avoir des gens où en gros c'est des gens qui connaissent beaucoup de monde ou qui ont des vieilles familles dans le coin, mais pour organiser des événements comme ça ou je sais pas des affiches, c'est hyper précieux d'avoir des gens avec des visions d'origine vachement diverses. Ça apporte une vraie richesse collective, donc voilà, et ça pose du coup les questions de la stratégie d'alliance sur le sujet des déchets et après sur le sujet aussi du territoire du Nord-Cotentin. Et je vais laisser la parole à ma camarade pour parler de ça. Oui, alors voilà, c'est avec ce retour d'expérience qu'on essaie de tracer les prochaines lignes et les prochaines années du collectif, avec notamment la nécessité de continuer à travailler les alliances et sur le territoire et ailleurs. C'est donc trouver des relais et de disperser un peu les forces. On sait aussi qu'on a un collectif relativement restreint qui tient sur pas beaucoup de monde qui travaille un peu au quotidien, même si on a des retours et des personnes qui se mobilisent de façon très régulière quand on peut organiser des choses, mais c'est important d'essayer de disperser aussi les forces et puis les visages qui portent le contre-discours d'Aval du futur. Et cette année, on a la création d'une association qui a été notamment très salutaire et très intéressante, qui était celle de l'association portée sur la sauvegarde des chemins et des rivières de la Hague, l'ASCRH. Ce n'est pas un nouveau club de sport, on a l'impression, nouveau club de foot, mais non, c'est une association donc qui fait découvrir la faune et la flore de la Hague et qui permet une approche très participative, qui organise des balades découvertes pour donc découvrir et apprendre sur la végétation, etc. Et aussi l'histoire un peu locale, qui offre donc des manières de redécouvrir, de se réapproprier des espaces, et qui travaille moins sur un peu l'attractivité que peut avoir le territoire, un peu l'attractivité, le terme un peu utilisé tout de suite sur à l'extérieur, l'attractivité du territoire, mais plutôt sur une viabilité aussi de la vie locale. Donc on pratique des chemins oubliés et aussi que l'on veut oublier. Ça a été notamment sur la question des landes qui a été une des préoccupations ces derniers mois par ce que pouvait dire Tom aussi, l'agrandissement de l'usine et un peu la prédation que peut avoir l'industrie sur les différentes landes et champs, etc., qui sont dans les alentours de l'usine, et donc le rachat des terres agricoles notamment. Et il y a eu une bataille qui s'est faite sur les dernières landes primaires de la Hague. On vous en a parlé l'année dernière, c'était déjà le cas pendant Haro. La mairie a voulu vendre ces terres à l'agglomération Puy pour les vendre à Orano. Et sur ces landes se trouvaient des chemins de randonnée qui étaient pas très utilisés, mais avec l'association des chemins ruraux, on a pu donc parcourir ces chemins et réhabiliter ces chemins pour les faire de nouveau exister et construire aussi un contre-discours à par rapport au pouvoir et à la commune et industrielle qui veulent en faire des terres viabilisables pour l'industrie, et là l'association a permis aussi de porter un contre-discours et de
parcourir ces chemins pour en donner une nouvelle vie. Donc ça a été une des batailles là pendant en octobre et puis durant un peu tout l'hiver. Cette association, ça a permis vraiment d'essayer en manière pratique de parcourir le territoire avec un autre discours de protection aussi, et qui est un contrepoint au discours porté par la commune et par la région en général, qui souhaite placer la Hague en tant que sous l'égide le Géoparc et le Grand Site, qui sont des appellations qui sont données par l'UNESCO. Et la Hague s'est donc portée officiellement candidate au label Géoparc et Grand Site. Ce label qui témoigne de la richesse de 2,1 milliards d'années d'histoire de la Terre et qui valorise les vieilles roches et les beaux sites, et qui a pour but, ce label a pour but de protéger le patrimoine géologique de la Hague, de aussi développer le tourisme durable et écologique, et puis notamment de soutenir l'écologie. Et ça, c'est vraiment un des grands autres stratégies, ou en tout cas perspectives de la commune, c'est de porter ce label. Alors on peut quand même assez vite voir les contradictions que porte cette appellation Grand Site et Géoparc quand on veut en même temps porter le projet Aval du futur avec l'usine nucléaire. Mais il n'y a pas vraiment de contradiction pour eux. Alors le en même temps marche très très bien à la mairie, et on veut porter en même temps cette c'est avec autant de colère qu'on peut aussi parler d'Aval du futur, désolée. Donc on veut à la fois tout avoir, et les touristes, et les 10 000 travailleurs, et les déchets nucléaires, et les grands sites. Voilà, c'est un peu le discours porté par la mairie. Et ces contradictions font quand même aussi émerger des conflits d'usage, notamment pour les agriculteurs et agricultrices, qui sont eux relayés au second plan. On parle pas. L'année dernière, les agriculteurs avaient reçu des lettres de demande de vente de terre s'ils voulaient vendre leurs terres au profit de l'économie locale. Alors eux ne faisaient donc pas partie de l'économie locale apparemment, et donc c'est quand même ces conflits d'usage qui sont prégnants de par l'implantation du Grand Site et puis d'Aval du futur, parce qu'il y a évidemment la question du foncier qui se pose. Ça, c'est une des autres parties de la stratégie tout de suite du collectif, c'est quand même de travailler sur le foncier, et on a monté donc un comité juridique pour essayer de contrer l'accaparement des terres par l'industriel qui souhaite l'agglomération, et donc avec la mairie et puis l'industriel tente de racheter des terres. Alors les agriculteurs et agricultrices le revendraient à l'agglomération, qui par la suite le revendrait à l'industriel 10 fois le prix de l'achat. C'est ce qui montre aussi le peu de considération qu'on peut faire aux personnes qui exploitent ces terres. Le foncier est donc un des gros sujets tout de suite, et ça fait émerger les contradictions qui se trouvent sur le territoire. Malgré ça, donc, il y a quand même un gros enjeu à contrer un peu ce discours de l'attractivité qui est fait pour faire venir des personnes avec un pouvoir d'achat certain, des ingénieurs CSP+, qui viendraient repeupler le territoire qui n'est apparemment pas assez habité. Et il y a tout un discours qui est porté sur la responsabilité du Nord-Cotentin dans la lutte contre le dérèglement climatique, et de porter la modernité avec l'énergie du futur qui est le nucléaire. Donc il y a tout un grand discours qui est porté sur ça par les politiques.
et qui est encore une fois un discours porté par des technocrates qui viennent de la ville et qui viennent apporter un peu encore une fois la modernité comme c'était dans les années 60. On n'a pas vraiment changé de discours, et c'est encore une fois aussi un discours qui se porte les campagnes sont créées, imaginées comme des miroirs de la ville, et qui doivent en fait se construire à l'image de la ville, et c'est des espaces un peu récréatifs pour les personnes qui viennent se ressourcer après dans leur week-end. On va venir vivre à La Hague dans soit une maison secondaire, soit on va dire goûter à la vie un peu plus douce que celle des métropoles, et c'est pas vraiment prendre en considération la vie des habitants et la vie réelle qui s'y trouve. Et c'est quand même un discours qui donc va avec les pratiques que vous connaissez aussi ici, avec un discours méprisant sur le démocratie, ce que tu as pu expliquer, Tom, avec le semblant de débat démocratique, les mensonges qui sont dits. Alors l'agglomération, la commune, les institutions en général nous disent qu'ils ne savent absolument rien sur l'avancée des travaux, etc. En réalité, on sait qu'ils ont de nombreux éléments, et que juste c'est pas des choses qui sont partagées, et que le peu de pouvoir qui est rendu aux habitants et aux habitantes, la forme aussi très autoritaire qu'on connaît aux pratiques nucléocrates, avance quand même, font émerger des disparités dans aussi le ressenti des personnes, qui ça montre une frustration et un désintérêt des personnes où on leur nie une forme de dignité et de pouvoir. Et ça c'est aussi la grosse question. Nous, comme ça a été le cas aussi ici, comme c'est toujours le cas ici, de porter plutôt la question plus largement de qu'est-ce qu'on veut pour nos campagnes. Est-ce que la ruralité est devenue quand même un enjeu depuis ces dernières années aussi chez les politiques, ce n'est pas simplement un espace à métropoliser, et où il y a des pratiques urbaines qui doivent s'y impliquer. C'est un espace à part entière qui a ses formes de vie et ses savoir-faire, etc., qui sont à valoriser. Et il y a toute une lutte donc face à qu'est-ce que l'on veut faire dans nos campagnes. Et là, l'année 2027 va être quand même assez charnière, et on pense que ça va être un enjeu quand même particulier, que c'est une année de politisation de manière générale partout, et que sans partir en campagne pour tel ou tel parti, c'est quand même un moment particulièrement à prendre pour faire émerger des discours. Et donc je pense que l'enjeu quand même présidentiel va être assez important sur une politisation générale du quotidien, et ça va quand même être un de nos enjeux sur qu'est-ce qu'on veut travailler, et notamment la question de l'antifascisme dans les ruralités va quand même être, je pense, au cœur de nos discours, sur réessayer de trouver du pouvoir dans là où on habite. Un des deuxièmes enjeux, ça va donc aussi être de passer à une échelle aussi supérieure, parce que là c'est quand même des enjeux qui sont très très locaux, et c'est de ce que tu disais, Mathilde, réussir à pouvoir faire connaître la Val du Futur et la lutte contre la Val du Futur à un niveau plus national. On a déjà des rencontres qui vont se faire dans l'Orne avec, à la suite des résistantes, il y a eu quand même des continuités des luttes dans l'Orne, et on va aussi aller rencontrer les collectifs qui se forment là-bas, aussi parce que la Val du Futur est complètement délocalisée, et qui vont aller construire des centres pour la Val du Futur un peu partout dans la Manche, voire même dans l'Orne. Et donc il y a un collectif qui va potentiellement se créer dans l'Orne, et on va aller les rencontrer
rencontrer donc à la fin du mois là. Et c'est un peu ces perspectives d'aller continuer à rencontrer du monde qui vont lutter sur ça. Et puis potentiellement Haro 2, mais alors sous quelle forme, pour toutes les raisons qu'on vient de citer, et aussi dans un monde fascisant. On ne sait pas ce que ça fait construire un camp en été 2027. On ne sait pas trop ce que ça peut faire, et sous des climats plus ou moins acceptables. Voilà, c'est aussi comment s'organiser collectivement, peut-être différemment, mais peut-être mieux à l'avenir. Voilà, 2027 va être plein de surprises. On va finir là-dessus. Peut-être le moment des questions. Il marche le micro ? Ouais, ok. Bonjour, merci pour tous ces exposés de qualité. Une question pour toi, Tom, en tant qu'élu. Si je comprends bien, c'est ton premier mandat, c'est ça. Alors, voilà, une question, c'est moi j'ai été élu pendant un mandat aussi, conseil municipal, conseil communautaire à Calais, et une des difficultés auxquelles j'étais confronté, c'était la presse locale. D'après ce que tu décris, la municipalité, la Majo, elle n'est pas trop opposée, en tout cas viscéralement, à ce que tu proposes, et donc elle a une forme d'ouverture et d'intelligence par rapport à ça, ce qui est louable, ce qui n'est pas le cas partout. Il existe des endroits où la Majo est viscéralement anti, voilà, tout ce qui peut être progressiste, dénigre, insulte, enfin ça c'est sans être RN, hein, mais voilà, des fois c'est pas très loin. Et une des difficultés à laquelle moi j'étais confronté dans ce rôle, c'était le fait que la presse locale était quasiment à la pogne de la majorité, et systématiquement quand des points étaient soulevés, quand ils étaient repris en conseil, des interventions qu'on faisait en conseil municipal, c'est-à-dire une fois sur 10 au mieux, le contrepoint de la majorité était toujours prédominant, et ils avaient le mot de la fin, etc. Enfin voilà. Quelle est toi ton expérience par rapport à ça? Et est-ce que vous avez réfléchi à des manières éventuellement d'avoir des médias autonomes sur des réseaux sociaux, nous ce qu'on a à Calais, qui peuvent reprendre des discours qui ne se retrouvent pas dans la presse locale, puisque malheureusement c'est quand même le quatrième pouvoir et il est très loin d'être négligeable. Merci. Ouais. Tiens, file-moi l'autre parce que celui-là il va. Ouais, effectivement, c'est une très bonne question. Nous, la presse locale est plutôt aussi acquise à la majorité. Alors, la personne qui s'occupait vraiment de ça vient de partir en retraite. Peut-être que le nouveau sera plus conciliant, mais on peut partir du principe qu'il ne le sera pas forcément, et donc d'anticiper effectivement des alternatives de communication. Jusqu'à maintenant, de toute façon, j'ai tendu la main à ce journaliste qui a jamais relayé les éléments, et donc je compte pas trop là-dessus pour passer de l'information. L'idée là, c'est plutôt de passer par des médias, ou en tout cas des réseaux plus autonomes, où on garde la main sur l'information qui est donnée, etc. Et donc là est prévu déjà la création d'un compte général de la coopérative citoyenne, avec un YouTube, un Instagram, etc. pour donner de l'information. L'idée, c'est de mettre en ligne les vidéos de toutes nos réunions, mettre en ligne, moi, à chaque sortie de conseil municipal, je fais un débrief du conseil sur les éléments importants. Je le faisais pas encore, mais je vais le faire, c'est-à-dire que je vais venir capter des éléments du conseil au moment où je les
pièges entre guillemets et que je les mets face à leurs contradictions, je les mettrai dans les vidéos un peu de vulgarisation pour venir tacler un petit peu ce genre de positionnement, leur imposer un peu de mettre le nez dedans et petit à petit leur forcer à peut-être être à changer de ligne. Et surtout, moi mon objectif c'est pas tellement les têtes de liste, c'est plutôt leurs collègues qui sont arrivés là, ils ont, moi je le vois bien, le plus gros de la majorité, ils sont là pour le bien commun et finalement n'ont pas de conviction si ferme sur ces volets-là, et ils restent largement ouverts à des discours qu'on peut porter nous. Et donc justement l'idée ça va être de rentrer dans un travail de longue haleine encore une fois d'éducation populaire pour essayer de changer un peu les lignes et effectivement de se baser plutôt sur des réseaux qu'on aurait en interne, qui sera alimenté aussi par la coopérative citoyenne, parce que moi tout seul encore une fois je peux pas le porter, et donc c'est aussi la force du collectif qui va me permettre de faire ça. Voilà. Donc ça c'est je peux pas te dire si je sais que ça on a commencé à le faire et il y a un très bon retour en interne. À l'externe maintenant il va falloir qu'on arrive à ouvrir un peu vers les autres, de par le biais aussi des autres associations locales. C'est voilà toute l'idée de converger au niveau des luttes et voilà. Si ça répond à ta question. Merci. 3 petites choses rapides, puisque pour passer le micro. Premièrement, il me semble que j'ai entendu une émission où il parlait, pour faire passer la pastille ou le gâteau, au tout début du projet de la Hague, comme une entreprise de casseroles, pour que le public soit gentiment calmé. Alors, à confirmer, apparemment, par vous-même, bon, c'était une émission sur France Culture. Deuxième élément, combien de kilomètres de piscine y a-t-il à la Hague? Parce que il me semble que j'ai entendu parler de 3 kilomètres. Combien y en aurait-il de plus en fonction des constructions à venir? Et troisième élément rapide, est-ce qu'il y a, on n'en parle plus jamais, on en parle plus, c'est Haro sur la question, y a-t-il plus de déversement de flux radioactifs dans la Manche, puisque il y a une forme de saturation quoi, dans les piscines quoi, à la Hague. Voilà, je passe le micro. À qui? À vous. Vous répondre sur l'usine de casseroles. Au moment de la création de l'usine dans les années 60, le nucléaire était très peu connu. Et c'est vrai que l'implantation s'est faite un peu furtivement, on va dire. Et des tas de rumeurs ont couru dans la Hague, dont j'imagine celle des casseroles, même si je ne suis pas sûr qu'elle soit avérée. Et un détail qui compte, qui est assez drôle, c'est que les élus locaux ont appris la construction de l'usine, le départ du projet, par la presse. Donc voilà, enfin, bon, ça donne une idée un peu de l'ambiance qui était à cette époque-là dans ces constructions de projets nucléaires, donc sous De Gaulle. Après quoi, les élus ont été amenés à Marcoule en avion. Ils ont visité l'usine de Marcoule, donc qui tenait le même rôle de production de plutonium. Et après quoi, ils sont allés en boîte de nuit à côté de Marcoule. Et puis on leur a payé un gros gueuleton. Ils sont rentrés en avion. Et pour beaucoup d'élus, c'était la première fois qu'ils prenaient l'avion. Donc ils en gardent un souvenir impérissable. Voilà. Et puis pour le kilométrage ou les mètres cubes de piscine, je ne peux pas vraiment répondre à cette question parce qu'il faudrait partir plus en tonnes de déchets stockés. Les capacités actuelles d'entreposage, j'en suis pas. Je ne vais pas vous donner des chiffres exacts, mais les projets de futures piscines, elles contiendraient environ 10 000 tonnes chacune de déchets. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, on a des documents sur notre stand où on peut trouver ce genre de détails, mais que j'aurais trop peur de vous dire des bêtises. Voilà. Ah oui. Ce qui est des rejets de l'usine, ils ont plutôt tendance à baisser ces dernières années, parce que c'est un effort qu'ils font.
ils baissent pas de beaucoup, mais c'est un effort qu'ils font et ils communiquent beaucoup sur le fait qu'ils rejettent moins aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Bon, je sais qu'il y a un membre de l'ACRO dans la salle et il pourra peut-être vous en dire plus, mais grosso modo, les rejets, pour l'instant, ces 20-30 dernières années, ils sont constants, voire en légère baisse. Parce qu'ils installent des systèmes de filtres, voilà, ils sont plus prudents qu'à une certaine époque. Mais ça reste quand même des rejets très très importants et c'est les plus gros rejets au monde. Il n'y a pas d'autres installations nucléaires qui rejettent autant de radioactivité dans l'air et dans l'eau. C'est un petit mot pour dire, je vois surtout des hommes lever la main, c'est super, mais du coup, les femmes et tous les autres genres, n'hésitez pas, vous êtes aussi légitimes à poser des questions, donner votre avis, faire des remarques, enfin, n'hésitez pas. Juste 2 secondes. Et vous parliez pour l'histoire des casseroles, c'est pour le projet de Fessenheim, c'est ça, qui veut recycler le métal de Fessenheim pour faire des casseroles. Ouais, mais alors jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu d'informations sur d'éventuelles récupérations de déchets nucléaires autres que des combustibles usés. Mais peut-être que ça finira par arriver, hein, c'est pas impossible. Ouais. Mais je crois qu'ils avaient pour projet de le faire sur place. Non, mais ça c'est... Ouais. Ah non, mais là, ils reparlent avec la fermeture de Fessenheim, ils parlent de réutiliser les métaux qui seraient soi-disant pas radioactifs. Pardon, allez-y. Oui, à ce sujet, il y aura un truc qui s'appelle déchets radioactifs cuisine. Demain matin, voilà. Déjà, je voulais dire bravo. Enfin, c'est quand même pas anodin de voir sur la Hague des panneaux contre un projet nucléaire. Donc, faut pas minimiser ce que vous avez fait. Après, il y aura un Haro en 2027 ou pas. Vous verrez vos priorités. Et, ce sera super ce que vous ferez dans tous les cas. Voilà, je voulais juste dire ça. Et ensuite, rappeler que en fait, c'est une filière inutile. En fait, elle existe qu'en France. Parce que c'est une filière très polluante. La pollution, on la retrouve jusqu'au Danemark. Ça pollue beaucoup plus encore que les centrales nucléaires. C'est une filière inutile parce qu'on n'en a pas besoin pour le fonctionnement des réacteurs. C'est une filière coûteuse. En fait, c'est le résultat d'un marchandage entre EDF et le CEA. Vers 1970, il y a eu un choix qui a été fait des réacteurs à eau sous pression sous licence américaine plutôt que les réacteurs du CEA. Et la contrepartie, ça a été de cette filière d'extraction de plutonium avec l'idée des surgénérateurs en plus. Donc c'est quand même un truc vieillot. Ensuite, vous avez un espèce de tampon comme quoi c'est un projet coûteux, ruineux, c'est que c'est Bruno Le Maire qui l'a porté. Donc c'est quand même le ministre de l'économie qui a ruiné la France pendant, je sais pas, plus de 5 ans. Hein. Donc ça, c'est déjà une espèce de une garantie, quoi. Il y a quand même quelque chose d'important, c'est que c'est en contradiction avec la convention OSPAR, Oslo-Paris, qui vise à ne pas ajouter de polluants radioactifs dans l'Atlantique du Nord-Est. Donc je vous ai dit que ça pollue jusqu'au Danemark. Donc le dossier UNESCO, Géoparc et Grand Site, peut-être qu'il faut se faire connaître auprès de l'UNESCO en lui disant c'est pas compatible avec le respect de cette convention qui visait à une interdiction en 2020 et dont la date a été repoussée en 2050. Donc ça veut dire que les installations qui sont censées être finies en 2040, je vois pas pourquoi on investirait pour 10 ans de plus, quoi. Enfin, ça tient pas la route. Et d'ailleurs, les Britanniques, eux, ils ont respecté l'échéance de 2020, puisqu'ils ont fermé Windscale Sellafield en 2020. Et peut-être qu'il y a un retour d'expérience à récupérer de cet endroit-là, parce qu'on voit que l'aspect coût, visiblement, on s'en fout, quoi. C'est le quoi qu'il en coûte, peut-être, là. Bien que la France, elle est surendettée, bref. Mais il y a la question de l'emploi. Je pense que les élus locaux, ils ont une sorte de paresse, démagogie. D'accord. Donc, ouais. Je disais juste que l'idée c'était de participer, mais en posant des questions plutôt qu'en donnant des informations à ajouter. D'accord, enfin je dis des choses et puis il y aura peut-être des réactions et puis c'est l'occasion peut-être de bosser sur ces sujets plus tard. Enfin voilà.
Sinon, sur le PLU, soit c'est prévu dans le PLU, soit ça ne l'est pas, et dans ce cas-là, il faut qu'il y ait quand même une certaine démarche avec enquête publique, et il faut reconnaître un intérêt général au projet. Donc j'ai l'impression que votre truc il est en stand-by et qu'il va être ajouté au PLU, et dans ce cas-là ça va être dans la consultation globale. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire en gros. Merci. Ouais, pour réagir rapidement. Oui, pardon, vous avez le droit d'applaudir. Mais pour le PLU, effectivement, nous, le PLU a jamais été validé encore. Il devait être validé, puis finalement, il a été retardé à cause de cet élément-là. Donc, effectivement, ce sera bien dans la consultation publique générale. C'est deuxième trimestre de l'année prochaine. Et oui, sur les sujets d'incompatibilité, rejet nucléaire, UNESCO, je suis très intéressé. Si tu peux passer sur le stand tout à l'heure et me donner plus d'infos, je suis preneur. Merci de ton intervention. Il y a un micro qui doit circuler. Je voyais une main là. Ah oui, ouais. Pardon, je vous avais pas vu. Ouais, j'ai deux questions très très brèves. On parlait des alliances et on parlait de la question des terres agricoles. C'est une question peut-être évidente, mais est-ce que la Confédération paysanne fait partie de vos alliés et est-ce que vous travaillez avec eux? Et une autre question très brève. Alors, bon, je suis nul en géographie. Je ne sais pas trop, je connais mal la géographie de la Manche et de la Hague, mais est-ce que dans un délai d'un siècle, il peut y avoir un impact de la remontée des eaux? Voilà. Sur la question de la Confédération paysanne, on n'est pas en lien au niveau national, même si, mais il y a pas mal d'agriculteurs qui sont à la Confédération paysanne, avec qui on est en lien, ne serait-ce que ceux qui nous ont accueillis, qui ont accueilli le camp de Haro. Donc, mais c'est un travail à mener sur le long terme. En fait, on le débute depuis pas si longtemps ce sujet-là. Donc mais c'est effectivement la question des alliances avec la conf, c'est quelque chose d'assez essentiel. Et sur la remontée des eaux, pour l'usine, en tout cas, elle est vraiment située sur le plateau de la Hague, donc il n'y a pas de risque, même à 3 siècles, je pense. Mais c'est plus sur Flamanville où c'est en bord de mer, donc c'est encore un autre sujet. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Bonjour. Oui, pour ce sujet, comme pour plein d'autres, les échéances présidentielles l'année prochaine vont être hyper importantes. Si on votait Front National, on n'a jamais essayé. Pour paraphraser et détourner cette provocation aliénante, je dirais, si on essayait la démocratie directe, on n'a jamais essayé. Car effectivement, c'était le projet de la Révolution française et pour l'instant, il n'a pas été mis en place concrètement, la démocratie pour le peuple et par le peuple. Donc c'est peut-être la priorité sur laquelle se mobiliser pour les prochaines présidentielles, la démocratie directe, pour terminer la Révolution française. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Enfin, je pense pas que ce soit le seul combat. Enfin, c'est un des combats majeurs. C'est ce qu'on essaye de faire avec nous, la coopérative citoyenne. Le problème, c'est que on est jeunes, on n'est pas encore très nombreux, et faut le temps que ça s'essaime. Et nous, l'idée, c'était vraiment ça. C'était dès le départ, rester sur une forme de démocratie directe. Après, la définition est certainement ajustable, mais en tout cas, c'est ce que nous, on a essayé de mettre en place d'une certaine manière. Mais merci pour votre combat.
La France mise malheureusement sur le nucléaire. Que dites-vous à ceux qui disent mais il faut en faire quelque chose avec ces déchets, avec ces combustibles? Et une fois que c'est recyclé, entre guillemets, est-ce que ça rentre dans la production civile et à quel pourcentage, à quoi il faut s'attendre par la suite? Merci. Si vous parlez donc les déchets actuellement, très peu sont recyclés et reservent de combustible, et ils forment de nouveau de nouveaux déchets qui sont encore plus difficiles à retraiter. Pour l'instant, c'est la première partie de votre question, et je sais que les industriels qui commencent à démanteler les installations nucléaires se posent la question de réutiliser notamment les métaux faiblement radioactifs qui vont démonter. Mais je ne sais pas à quelle échéance. Je sais qu'en Allemagne, il y a des projets de cet ordre. Je sais qu'à Fessenheim, il y a un projet, donc la première centrale nucléaire, enfin la deuxième centrale nucléaire à être démantelée en France, qui a commencé à être démantelée. On a promis aux élus un projet plus brillant que simplement de démonter l'usine et la ranger dans des caisses, mais de réutiliser certains matériaux, entre guillemets, peu radioactifs pour fabriquer des objets de tous les jours du quotidien. Voilà. Si je peux compléter un tout petit peu, ce qu'il faut savoir, c'est que l'uranium, qui sort des centrales, qui arrive chez nous dans la Hague, l'objectif c'est de retrier les radioéléments entre eux pour mettre d'une part les éléments ultimes dont on ne sait pas quoi faire, qui vont finir normalement ici, enfin j'espère pas ici, mais voilà, qui sont censés finir ici. D'autre part le plutonium pour faire le MOX, et d'autre part, donc ça c'est 1% pour le MOX, pour le plutonium, 4% de déchets ultimes et 95% d'uranium usé, appauvri, qui du coup, une fois isolé, devrait être réenrichi pour être réinjecté dans le cycle des centrales. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une phase d'enrichissement, c'est 14% de rendement. Pour 100 unités qui rentrent d'uranium appauvri, vous en sortez 14 enrichis. Donc c'est que de toute façon, il y a 86% qui dégagent à chaque fois. Donc de toute façon, imaginez que ce soit renouvelable comme, j'allais dire une bouteille en verre, mais c'est même pas vrai pour la bouteille en verre, mais qu'on puisse imaginer que ça puisse faire, que la bouteille en verre, je crois que c'est 5-6 cycles, totalement. Là, non, c'est à chaque fois on a une perte énorme, et l'uranium qui aurait été réenrichi déjà une fois, s'il repasse dans le cycle, il restera 14%, de 14%, quasiment 1%. Donc en fait, très vite, il reste plus rien. C'est pour ça. Et pour compléter aussi, pourquoi en France on le fait plus qu'ailleurs? Parce qu'en France, on régule la puissance électrique du réseau sur les centrales nucléaires en bonne partie. Ce qui fait que pour le faire, on fait descendre des crayons de bord pour limiter plus ou moins la réaction. Et donc, tous les hauts de crayons en France, ils sont pas consommés dans leur totalité. Donc il reste bien effectivement de l'énergie à consommer dans les hauts de crayon, parce qu'on régule le nucléaire. Un des seuls pays à faire ça, hein. Même les Ricains qui sont nucléarisés, ils tournent plein pot et le combustible qui sort, il est globalement bouffé. Et donc c'est pour ça que nous aussi ça légitime entre guillemets le fait de faire du recyclage, c'est que il reste une partie des crayons en haut où il y a de l'uranium qu'on peut réexploiter. Sauf que finalement, si on va écouter des gens bien plus intelligents qu'EDF comme Negawatt ou ce genre de choses, je vous invite à aller voir le scénario Negawatt qui est très intéressant sur le sujet. On peut imaginer faire un mix énergétique, une transition énergétique qui nous permettrait de plus faire la régulation sur le nucléaire à relativement court terme, et du coup plus avoir cette contrainte-là et ne plus avoir l'argument de il faut bien réexploiter cette matière-là. Donc en fait c'est tout un cercle vicieux du nucléaire qui s'entretient lui-même parce qu'il reste hégémonique en France. Et c'est ça aussi une des batailles qui doit être menée, c'est casser ce truc-là et envisager de faire un mix énergétique beaucoup plus profond, voire une sortie du nucléaire idéalement, mais un mix énergétique beaucoup plus profond. Et de toute façon ça paraît complètement dingue de mettre tous ses œufs dans le même panier. Enfin, on est les seuls débiles à faire ça dans le monde. Bref. Me lancez pas.
De toute façon, on doit conclure cette table ronde. On est présent au Village Asso si vous voulez poursuivre les échanges. Nous, on serait très heureux et heureuses de continuer les échanges avec vous. Merci beaucoup pour votre présence, pour les échanges, malgré le début de la chaleur là, qui démarre. Et bon festival. Radio Burlesque, la radio qui rayonne dans ton cœur. Et on est de retour en direct sur Radio Burlesque. Donc Radio Burlesque, c'était là la conférence La Hague ravale ton futur. Et on va enchaîner d'ici une demi-heure à peu près avec une seconde conférence les très vrais actus. Pendant ce temps, vous avez plein d'autres choses à faire. Hein. Allez vous inscrire pour faire du bénévolat, nettoyer le site, être vigilant et vigilante avec les personnes qui sont présentes sur le site. Allez chercher également les programmes pour vous tenir informés. Donc très bientôt, prochaine conférence qu'on va vous diffuser, Très Vrai Actu. Elle aura lieu en direct à 12h, chapiteau conférence, et vous pourrez également la retrouver bien sûr sur les radios burlesques. Allez, tout de suite, une petite pause musicale.
Radio Burlesque, la radio qui rend la préfecture grotesque. Pitocha se met à improviser une symphonie pour bruit de fenêtres, de boulons, de vitres et de tout ce qu'il a sous la main, imitant tantôt un cri de bébé dodu, tantôt un bâillement de gamine, un rire de petit mioche, dans l'idée d'allécher les gros personnages. Et voilà enfin nos ogres qui se lèvent et cherchent ces enfants imaginaires. Tizan et Pitocha en profitent pour traverser la cour et atteindre le réservoir de lait. Et c'est au tour de Tizan d'user de ses talents. Il sort de son sac à dos toutes les provisions qu'il a ramenées de ses cultures et se met à jongler. Des légumes, des agrumes, des radis noirs, des haricots verts. Un peu d'amande amère pour le goût, piment pour l'aventure, gingembre pour l'amour, du manioc, du palmier, des belles orchidées, le vin jaune, le fangeant et le fameux piment jaune, marron ou orange. Les couleurs se mélangent en dansant virevoltant, se mariant jusqu'à terminer leur trajet dans l'immense marmite. Tizan remplace le lait. Tu veux goûter, mon cher Pete ? Pitocha continue d'attirer l'attention des ogres en faisant tellement tourner les sons que les vilains ne savent plus où donner de la tête. Pendant ce temps, les bouteilles, une à une, se remplissent du bouillon aux couleurs intenses. Le liquide n'est plus gris, mais violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé, rouge. Le breuvage gris est remplacé par la tisane de culture de Tizan. Nectar de couleurs vives! Puis ils prennent leurs jambes à leur cou et font la course pour... Et c'est les pieds dans l'Ornain que nous nous retrouvons avec Caillou, qui a vécu ce matin une balade naturaliste entourée des plus grandes âmes de cette vallée et qui va nous la raconter pendant que l'Ornain fait son œuvre et nous rafraîchit les pieds et par là l'ensemble du corps. Bonjour Caillou. Bonjour Isor. Alors Caillou, tu as la voix de Brigitte Fontaine, mais ça ne t'empêchera pas de nous raconter un peu comment s'est passée cette balade naturaliste, qui la proposait et comment ça s'est organisé. Alors je tiens d'abord à préciser que je m'identifie plutôt en Béatrice Dalle ces derniers jours, même si tu refuses de l'entendre. C'est peut-être que je n'ai pas assez de voix pour l'exprimer clairement. Qui a organisé cette balade naturaliste ? Une personne qui s'appelle Henri. C'est comme ça qu'il s'est présenté. Je n'en sais pas plus à son sujet. Si, je sais qu'il travaille dans une asso qui s'appelle Meuse Nature Environnement. Exactement, ce que tu sais donc déjà. Non, je connaissais la suite de l'association. Voilà, et dans le cadre de cet asso, il organise des balades naturalistes avec des enfants et tout type de public pour faire de la sensibilisation à l'environnement du sud de la Meuse et peut-être du nord de la Meuse aussi, en fait, j'en sais rien. Voilà, et dans ce cadre, on est allé marcher le long de l'Ornain. Je dirais qu'on est allé en aval de l'Ornain depuis le site du camp et qu'après on a longé dans l'autre sens les voies ferrées qui sont convoitées par l'ANDRA pour acheminer des déchets nucléaires. Et j'ai pris des petites notes un peu trop tard, donc je pense qu'elles ne sont pas complètement complètes, mais sur les choses dont je me suis souvenu, sur notamment la flore locale qui pousse malgré la quadruple canicule de cet été sur les bords de l'Ornain. C'est des choses que j'ai sans doute retenues parce qu'elles m'intéressaient pour des raisons tout à fait bonne raison. Utilitaristes. Par exemple, dans le top du top de l'utilitarisme pour moi qui souffre, comme tu le sais, d'allergies terribles tous les printemps, et j'éternue comme une grosse vache pendant des heures sans interruption, j'ai appris qu'au printemps je pouvais me faire des tisanes de plantain qui poussent absolument partout de manière anarchique et incontrôlée pour notre plus grand plaisir. Plantain qui sert à soulager les piqûres, les brûlures et donc les allergies. Et d'ailleurs, ceci est aussi un message pour le pôle Boulange qui nous a demandé hier de leur trouver un remède miracle et naturel contre les brûlures parce qu'ils ont eu plein de brûlures à cause de leur four qui est chaud sûrement probablement. Et donc nous voilà réalisant d'un caillou deux coups, c'est-à-dire trouvant par là une solution pour la Boulange. Donc aller cueillir le plantain. À quoi est-ce que tu saurais nous le décrire ? Bien sûr. Alors il y a différents types de plantain.
mais c'est une plante très basse qui fait un peu comme une petite touffe comme ça avec plusieurs feuilles. Et il est reconnaissable le fait que c'est des feuilles assez grasses, assez épaisses, et il y a des lignes qui courent dans le sens des aiguilles d'une montre. Des aiguilles d'une montre, de la base. Sens vertical. Dans le sens vertical, c'est ça. Enfin, ça peut être aussi horizontal, mais de la base vers la fin de la tige. Et il y a 3-4 rayures par feuille qui sont assez espacées et qui sont très visibles et très filandreuses. Voilà, avant d'utiliser le plantain, il faut le réhumidifier car il souffre de sécheresse et en fait c'est la sève du plantain qui est bénéfique. Ok. Donc il faut réhumidifier le plantain et après il faut le broyer ou le cisailler en tout petits bouts afin que le plus de sève possible en sorte pour guérir ce dont vous souffrez. Voilà, j'ai aussi appris qu'au bord de l'Ornain poussaient des saules et que les feuilles... je sais pas si on dit saule ou si on dit sol. Ça dépend si tu parles... Sol. Ça dépend si tu parles du soleil espagnol, le sol, d'un poisson qui se cuisine avec du beurre. C'est aussi la sole. Voilà. Ou d'un arbre qui pleure. Un saule pleureur. Un saule. Un saule. Alors celui-là n'était pas pleureur. C'était... la saule du pain, pardon. Non, ça n'a voilà. Non, c'était donc juste un saule. Qu'est-ce que j'ai appris sur le saule ? J'ai appris que la molécule du saule, dont je ne connais pas le nom, a été un des composants essentiels du Doliprane, qui avait donc été synthétisé par sans doute plein de gens, mais en tout cas commercialisé par Sanofi, et que donc nous, si on n'a pas envie de manger du Dolip, on peut se rassasier de feuilles de saule. Du saule de l'Ornain. Du saule de l'Ornain pour atténuer nos petits maux de tête. Et fun fact,